Bonjour à vous tous et bienvenue à cette émission sur l'utilisation de l'hypnose dans toutes sortes de situations, pour soi-même, pour les autres et aussi pour les gens du métier de l'accompagnement, comme aujourd'hui par exemple avec Claudine Marchand. Bonjour Claudine. Bonjour Isabelle. Merci Claudine, tu nous reçois chez toi dans ton bureau de consultation et nous sommes à Lausanne en ce moment en Suisse. Au printemps, il fait très beau. Il y a même un peu de soleil. Oui, c'est ça, il y a un petit peu de soleil qui vient de sortir. Claudine, tu pourras parler dans un instant bien sûr de ta vaste expérience, mais je sais que tu viens aussi du métier de la recherche. Oui. Et que tu as été entre autres dans les neurosciences pendant plusieurs années, Tout à fait. qui est quand même assez rationnel. Même si on travaille avec la conscience aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Dans le temps, c'était encore beaucoup plus mécaniste qu'aujourd'hui. Oui. On n'utilisait pas l'imagerie comme on le fait aujourd'hui. Alors, c'était beaucoup plus abstrait et quand on travaillait avec des molécules qu'on isolait du cerveau comme ça, ça faisait des feuilletons, c'est-à-dire une quantité de 10 puissance moins 18, ce qui fait que c'est juste pas imaginable. On ne peut pas voir avec quoi on travaille. Avec quoi on travaille. C'est sûr que la science a beaucoup évolué, surtout les neurosciences, d'où tu viens toi aussi. Et toi aussi, de ton côté, tu t'es ouverte à découvrir toutes sortes de choses différentes, parce que tu m'as déjà confié une fois que ce qui était important pour toi, c'est l'être humain. Et c'est ce qui a fait ce choix dans ta vie de t'en aller vers ça. Ouais. Moi, j'avais fait les sciences naturelles et les neurosciences pour comprendre comment la vie fonctionne. Et puis, j'ai trouvé que c'était limitatif ce que j'avais appris, alors j'ai dû ouvrir beaucoup plus et revenir à ce que j'avais appris avant. Tu sais, quand on parle d'hypnose, là, on parle bien sûr du concept du conscient et de l'inconscient. Donc, toi, tu as fait plusieurs formations en hypnose, tu as été très avancée dans l'expérience de l'hypnose. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens? Tu sais, des fois, les gens ont des inquiétudes par rapport à l'hypnose. Toi, tu viens d'un milieu plus de recherche. Donc, tu as cette crédibilité et cette solidité que les gens pourraient reconnaître et apprécier justement de quelqu'un qui utilise des techniques comme l'hypnose. Pour moi, il n'y a pas de possibilité de faire quelque chose à quelqu'un qui serait délétère pour lui si la personne elle-même n'a pas le désir d'aller explorer au-delà de ses limites. Ça, c'est vraiment important ce que tu dis là. C'est vraiment. Ouais, parce que les gens ont souvent cette inquiétude, si jamais je vais ou je fais quoi que ce soit, mais en fait, non. Donc, il n'y a pas de risque avec ça. Et puis, en clinique, de toute façon, pas. Je veux dire, si on utilise l'hypnose pour aider quelqu'un, l'intention de base est déjà d'aider et pas de détruire la personne. Alors il n'y a vraiment aucun problème. Ça aussi, je trouve ça important de revenir sur ce que tu es en train de dire, parce qu'on parle du principe de l'intention qu'on a quand on accompagne, qui est une attention et intention, il y a les deux, vraiment d'accompagner la personne dans son cheminement, dans son changement et son mieux-être. On l'accompagne sur le chemin qu'elle a décidé de faire et pas ce on ferait dans ce cas avec nos valeurs et notre vision de la situation. Oui, ça c'est des choses que tu as beaucoup appris toi avec l'expérience que tu as en psycho et puis aussi en coaching. Oui, tout à fait. D'aller dans le sens de ce que le client désire et souhaite et pas passer nos propres messages à travers ça. La seule fois où je dirais stop, c'est si les désirs du client sont délétères pour lui. Oui. Ce qu'on appelle là, aussi l'écologie. C'est ma responsabilité de dire non. Là, je ne t'accompagne pas, je ne te permets pas d'aller là-dedans. Oui, parfait. Oui, c'est parce qu'il y a des gens, surtout quand ils sont en souffrance, oui, tout à fait. Qui peuvent, pour toutes sortes de raisons, risquer leur bienveillance de leur corps ou de leur mental ou nuire à eux-mêmes. C'est dans ces cas-là que là, à ce moment-là, c'est sûr que dans ton rôle de psychothérapeute, par exemple, ou de thérapeute, que tu cadres bien les choses. Oui, tout à fait. Parle-moi un petit peu de cette discipline magnifique qu'est l'hypnose. Comment tu vois ça, toi, ça, l'hypnose? Pour moi, c'est vraiment génial d'avoir un outil qui permet d'aller sonder les profondeurs, parce qu'on n'est pas conscient de 99% de ce qu'on vit.
Alors, grâce à l'hypnose, autant l'auto-hypnose que l'hypnose avec un accompagnant, ça nous permet d'ouvrir toute cette richesse qui est cachée et de l'amener, ces biens, au conscient. Et enfin avoir une collaboration entre conscient et inconscient. C'est quelque chose qu'on trouve déjà dans les anciennes traditions. J'ai travaillé avec des anciens de Corée qui utilisaient les gongs pour induire les hypnoses, ou avec les Hawaïens où c'était des gestes qui induisaient l'hypnose, certains battements, un son, des choses comme ça. C'est vraiment intéressant que notre science moderne enfin s'ouvre de nouveau à une science très ancienne. Oui, finalement on n'a pas inventé grand-chose, hein. On reprend des vieilles traditions, mais qui sont efficaces et qui sont très efficaces, oui. Ce qui aujourd'hui est ajouté, c'est un langage analytique. Dans les anciennes traditions, on utilisait plutôt de la gestuelle, des mouvements ou les rêves, tandis qu'aujourd'hui, même dans l'hypnose, on utilise un langage qui est dirigé de là où on est vers là où on veut aller, qui amène des ressources. Et avant, on ne parlait pas du tout de ça. On avait peut-être, je ne sais pas, un esprit, un ange qui nous accompagnait. Mais la base est la même. Et je trouve très important qu'on se rende compte que ce n'est pas quelque chose de nouveau qui a été amené, mais c'est quelque chose qui est fondamental à l'être humain, qui existe à travers toute l'histoire humaine, et qui est important de le réintégrer dans notre vécu d'aujourd'hui, pour qu'on ait justement ce vécu entre jour et nuit, entre rêve et réalité diurne, entre conscient et inconscient, pour refaire l'ensemble. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis, parce que tu parles de faire l'ensemble, de relier conscient et inconscient. Dans les techniques d'hypnose, c'est sûr qu'on va, par majorité, en tout cas dans l'inconscient en premier. Mais c'est souvent parce que dans le conscient, on n'a pas eu les réponses. Tout à fait. Aussi. Donc, comment est-ce que, dans un cas pratique, ça se manifeste avec un client? Quand est-ce que tu vas, par exemple, du conscient à l'inconscient ou de l'inconscient au conscient? Quand quelqu'un veut aller vers un but, et on a travaillé sur l'objectif, sur les obstacles, sur les ressources, et ça marche toujours pas. Alors, on va simplement ouvrir la bibliothèque et aller chercher tout ce qu'il y a là-dedans qui pourrait être utile. Je vais entrer dans l'hypnose et puis permettre à l'inconscient de trouver la clé pour débloquer la situation. Et à la fin, présenter cette clé au conscient. Comme ça, on fait de nouveau la boucle. Dis-moi, je suis un peu l'avocat du diable, mais j'entends un peu les questions, tu sais, les gens qui nous écoutent. Et, mais comment est-ce que l'inconscient peut avoir les solutions si le conscient ne les a pas? L'inconscient, c'est une banque de données énorme. Il contient tout ce qu'on a vécu. Selon nos croyances, on peut dire tout le vécu de nos ancêtres aussi, ou tout le vécu des vies antérieures, ou tout le vécu de l'humanité, si on fait référence à Jung, à l'inconscient collectif. De ce fait, c'est énorme le savoir qui est dans notre inconscient. Et notre conscient a été formaté par notre éducation, par les règles de notre société. Ce qui fait qu'on a toujours des points aveugles dans notre vision que l'inconscient n'a pas. Parce que lui, les règles, d'accord,
mais pas les mêmes que dans notre quotidien. Que ce qu'on a appris. Alors ça nous donne un degré de liberté beaucoup plus grand. Dis-moi, pourrais-tu nous expliquer, parce que dans l'inconscient, comme tu le nommes là, il y a tellement d'informations, mais j'imagine qu'il y a aussi, tu sais, toutes ces émotions refoulées, ou que comment on vit avec ça, ou comment on emmène le client dans l'inconscient pour les ressources et non pas nécessairement dans le refoulement. Alors si je fais du coaching, je le mène vers le ressources. Oui. C'est-à-dire que je vais au début clairement dire que je demande à l'inconscient de nous présenter les ressources et que les causes ou les embûches, on va s'en occuper quand c'est nécessaire. Mais pas maintenant. Mais pas maintenant. Et est-ce que ça fonctionne bien comme ça? Ça a toujours fonctionné en tout cas. J'ai jamais eu des... Parce que des fois, les gens diraient que si on ne va pas dans les embûches, que c'est très superficiel ce qu'on est en train de travailler. Alors, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'aller dans les embûches. Et quand quelqu'un a vraiment la croyance qu'il doit aller, alors c'est plutôt un contexte thérapeutique, je dirais. Et je demande alors à l'inconscient de nous mener aux causes et de les donner avec la petite cuillère, un peu à la fois, pour que ce soit acceptable par la personne après, et qu'elle puisse le digérer. Oui, ça, j'entends très bien ce que tu dis, parce que des fois les gens ont des inquiétudes, et que si ça remonte tous les coups, surtout dans un contexte thérapeutique, pardon, on peut ne pas être capable de gérer. Alors là, tu dis, on y va par dose, par étape. On a le choix, je vais dire. Dans la psychiatrie, quelquefois, ils veulent faire des catharsis. Ça dépend. Ça dépend avec qui pour quelqu'un. Mais la plupart du temps, les gens ne sont pas prêts. Alors c'est beaucoup mieux de leur présenter une page après l'autre, comme ça. C'est agréable de cheminer et ça encourage d'aller plus loin. Au lieu de dire « Ah, non, non, je ne veux plus, quoi. C'était trop fort pour moi. » Tu utilises beaucoup d'approches différentes dans ce que tu fais. Comment tu positionnes l'hypnose à travers ces approches-là? Alors, j'ai quelquefois des gens qui viennent spécifiquement avec une demande d'hypnose, alors on l'a fait. Il y a aussi des gens qui viennent pour faire une régression dans des vies antérieures ou d'autres mondes, ou qu'est-ce que j'en sais, pour trouver des ressources ou comprendre quelque chose qu'ils sont en train de vivre. Et quelquefois, j'utilise l'hypnose pour ancrer quelque chose. Par exemple, avant-hier, j'avais une dame ici qui a découvert que ce qui l'embêtait le plus, c'était le non-choix. Elle ne savait pas faire des choix. Elle laissait venir ce qui venait, et puis, ma foi, je fais avec ce qu'il y a. Et on avait travaillé de différentes manières, et je sentais qu'il y avait encore une petite chose là derrière. Alors, pendant qu'elle pensait à ce qu'elle avait déjà atteint comme autonomie dans sa vie, j'ai juste changé le timbre de la voix et je l'ai induite en hypnose. Et c'était assez drôle parce que son corps a commencé à trembler. Il y a eu des signes que son inconscient était présent, hein, c'est ça. C'était vraiment l'inconscient qui disait « Oui, oui, j'ai compris, c'est bon ». Et à ce moment-là, elle était vraiment très loin. Et j'avais l'impression comme si elle baignait dans ce qu'elle avait acquis dans cette séance. Et quand elle est revenue, pendant 3 minutes, elle n'a rien dit, elle était juste assise là. Et puis après, elle dit, là on a fait un énorme pas. Alors moi je pense que l'hypnose c'est vraiment un outil ultra efficace. S'il est manié par des gens compétents, en métier de l'accompagnement par exemple, ou pour soi en auto-hypnose, parce que tu parlais de l'auto-hypnose aussi. Oui, si en auto-hypnose où on met le cadre d'une manière bien définie, il n'y a aucun danger, et on peut partir, on se met le temps, on se met tout, et puis c'est bon, quoi.
Tu parlais tout à l'heure que dans beaucoup de traditions anciennes, il y avait cet état de transe finalement, c'était là. Oui. Des fois, les gens ont une mauvaise compréhension du mot transe, ils l'associent à des choses négatives, mais en fait, c'est juste cet état hypnotique qui est là. Et puis n'oublions pas, on passe la journée 3/4 du temps en transe. Hein. Quand je prends ma voiture sur un trajet que je connais bien, je ne sais souvent pas comment j'ai fait pour arriver au but après. Oui, et pourtant tu étais en sécurité. Oui, et complètement. Voilà. Il y avait toujours une partie de moi qui observait et qui était là. Hein. La transe, c'est juste un état en dehors du mental, je dirais. Hein. Et pour moi, le mental, ce n'est pas le conscient. C'est vraiment ce qui a été défini par les scientistes, et pas les scientifiques, en tant que ce qui est vrai. Hein, ce qu'on peut connaître avec notre mental. Et ça laisse 99,999% de la manifestation de la vie en dehors de ce cadre. Et c'est dommage. Alors si l'hypnose peut nous donner l'opportunité d'aller explorer un peu plus loin, tant mieux. Oui, tant mieux. C'est un cadeau. Oui, oui. Tu as dit scientiste et non pas scientifique. Qu'est-ce que tu as voulu dire comme différence? Je trouve la langue française idéale pour ça, parce que je ne l'ai pas trouvée dans une autre langue. Cette différence entre quelqu'un qui essaye de prouver ses théories et qui n'accepte que ce qui est convergent avec ses valeurs et ses croyances, ce qui serait un scientiste qui apparemment cherche, mais en réalité ne veut pas trouver. Il veut juste avoir une confirmation de ce qu'il sait déjà. Et le scientifique qui est juste curieux et qui va chercher ce que la vie lui présente comme réponse le moment donné, qui peut aussi changer avec le temps. Hein. Si on regarde l'évolution de la science, beaucoup de choses qui étaient une certitude à un moment, à un autre moment, ont été complètement fausses. Absolument. Dis-moi, tout à l'heure, tu parlais qu'en hypnose, comparativement aux anciennes traditions, aujourd'hui, il y a aussi l'implication du langage, d'une façon de parler. Il est comment ce fameux langage là, hypnotique? Comment est-ce qu'on l'utilise? Alors, on donne un langage permissif qui invite la créativité de l'inconscient. On lui donne une direction et puis on lui dit « Utilise ta créativité pour nous donner les réponses dont on a besoin maintenant. » Alors, on parle de possibilités, on parle de... On crée un peu une confusion pour que le conscient ne mette pas son grain de sel dedans, mais pour qu'il puisse juste être observateur. Donc c'est bien, c'est laisser la place à l'inconscient, mais en disant qu'il peut effectivement rester là en observateur aussi. Tout à fait, le conscient fait partie de nous. Et c'est important de lui donner sa juste place. Et aussi, quand il peut être observateur, il se sent en sécurité de ce fait et il ne va pas soudainement tirer la sonnette d'alarme. Oui. Tu me fais penser d'ailleurs à tous les fusées de sécurité qu'on met en place. Hein? Absolument. Voudrais-tu en parler un peu de ça? Parce qu'il y a toutes sortes de fusées qu'on peut installer pour que... Oui. Alors, une chose par laquelle je commence, c'est toujours un lieu de sécurité. Je demande à la personne si elle a un lieu où elle se retire, réel ou virtuel, dans lequel elle retrouve le réconfort, la sécurité, le bien-être. Et je lui dis que automatiquement, si elle rencontre des choses qui sont trop dures pour elle, pour maintenant, elle peut immédiatement se retrouver à cet endroit où elle est complètement séparée de tout ce qui pourrait la secouer trop fortement. Et c'est aussi une consigne qu'on donne à l'inconscient que s'il y a quoi que ce soit qui est trop lourd à porter par la personne, qu'il la ramène à son lieu de sécurité pour qu'elle puisse digérer ce qui a déjà été fait et intégrer en sécurité. Donc ça doit être rassurant pour la personne, hein, comme ça, avant de partir, qu'elle sache qu'elle a cet endroit de safe place ou de sécurité dans lequel elle peut revenir, et sachant que tu es là pour bien l'accompagner si jamais il se passait quoi que ce soit aussi.
Oui, oui, aussi de dire qu'à tout moment, ils peuvent revenir ici, dans ce cadre qui est complètement sécure et où la personne peut se sentir bien et accueillie. Tu me fais penser à un concept que je trouve vraiment intéressant dans l'hypnose, c'est ce concept d'autorité intérieure. Donc, que tu sais, mais que je vais te laisser expliquer, qui fait en sorte que la personne, elle retrouve à l'intérieur d'elle cette capacité de dire oui ou de dire non. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et que on peut entraîner aussi par l'hypnose. Et j'utilise ça volontiers avec des gens qui se laissent mener par le bout de leur nez dans leur quotidien, où le conscient n'est pas capable de dire « ça ne convient pas ». Et si par l'inconscient on peut trouver cette instance qui sait ce qui est juste pour la personne, ce qui est sain pour elle, et on peut la ramener dans le conscient pour qu'elle puisse communiquer avec le conscient, ça donne une autonomie et une sécurité dans le quotidien à la personne. Et c'est important, par exemple, dans les cas de mobbing, dans les cas où on a un chef qui traite les gens comme des objets ou des choses pareilles, qu'on puisse dire, ok, tu es mon chef, et moi je suis aussi quelqu'un. Alors stop, là, je ne marche plus. Ça, c'est vraiment essentiel finalement, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des cas, comme tu viens de nommer, que des fois on est manipulé, ou on est influençable, ou on est fragile, ça peut être ça aussi. Mais de contacter à l'intérieur de nous cette capacité de dire stop ou ça suffit. Enfin, c'est pas parce que consciemment on ne peut pas le faire que qu'inconsciemment on ne peut pas. C'est ça qui est vraiment intéressant. L'inconscient le sait, parce que souvent on a mal au ventre ou autre chose. Alors le signal est là. Il faut juste faire le pont pour que le signal entre dans le conscient et la personne puisse l'exprimer aussi. Je trouve ça excellent ce que tu dis, qu'il y a des signaux. Les gens vont dire ça des fois, hein. Je me suis senti mal, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc ça, c'est des indices de l'inconscient, si je comprends bien. Oui. L'inconscient communique par un mal-être, des douleurs ou un coincement quelque part. Et souvent, les gens ne pensent pas que c'est juste un signal qu'ils reçoivent. Et s'ils écoutent, ils peuvent lâcher après. Donc, ce qu'on appelle des fois notre petite voix intérieure, ou ce qu'on appelle des fois l'intuition, peut aussi être finalement un contact de notre inconscient. Absolument, ouais. L'inconscient est toujours là, toujours en communication. Quelquefois, on oublie d'ouvrir les volets. Oui, pour laisser rentrer la belle lumière qu'on a d'ailleurs chez toi aujourd'hui. Merci infiniment, Claudie. Merci beaucoup. Bonne continuation en hypnose aussi avec ta clientèle. Oui. Donc, c'est bien de savoir qu'avec l'utilisation de l'hypnose, bien, on peut faire en sorte qu'il y ait une communication, comme Claudine disait, c'est aussi très souhaitable, entre notre conscient et notre inconscient, pour aller chercher le meilleur finalement de tout ce qui est disponible pour nous. Notre côté rationnel, notre côté mental, analytique, il est très aidant, il est vraiment utile, on en a absolument besoin. Mais cette partie plus créative, plus intuitive, elle aussi, elle a sa place. Donc c'est d'avoir l'équilibre selon le moment, de dire ben, je peux aller chercher l'information de l'un et me promener finalement à l'information de l'autre. Et en sachant, et c'est ce que Claudie nous disait et que je trouve vraiment très pertinent, c'est de dire qu'à tout moment donné, on peut décider de revenir, de sortir de l'état de transe, de sortir de l'état hypnotique, si ça ne nous convient pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on subit, ce n'est pas quelque chose dans lequel on se fait manipuler. Le travail de l'hypnose, ce n'est pas quelque chose où on se dit « Ah bon, ben voilà, fais-moi et je dors pendant 1 heure ». Pas du tout. Le client ou le patient est à 100% dans l'expérience et il vit pleinement l'expérience aussi à l'intérieur de lui. Et il peut parler, il peut communiquer. Ça, c'est et intervenir dans la séance de d'hypnose. Alors retenez ça pour la prochaine fois où vous ferez une séance d'hypnose ou peut-être pour votre première expérience d'hypnose. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous aujourd'hui.